Aujourd'hui, on est avec Mehmet. Il a 20 ans d'expérience dans le coaching. Il a travaillé avec les plus grands du marché infoprenarial, Gérald Faure, Jeremy Coleman et des dizaines d'autres de dirigeants d'entreprises de boîtes à 7, 8 chiffres même. Et aujourd'hui, on va débunker les réalités brutalement honnêtes sur le monde du coaching que vous devez savoir, que vous n'avez pas envie de savoir, mais que vous allez savoir. Là, l'idée, c'est qu'on est là pour dire les vérités sur le monde du coaching, sans filtre. Sans filtre. Les vérités sur le monde du coaching, il y en a tellement. Il y en a tellement. Ça va être brutal. Ça va être très brutal, ça va être sanguinolent. Ceux qui n'aiment pas la violence, quittez la vidéo tout de suite. Et ceux qui adorent le goût du sang, voilà. Vous allez être servis. Vous allez être servis. Restez. Si on revient en fait à l'étymologie du mot, c'est un mot qui est hongrois à la base et c'est un mot qui est proche de coccyx et qui a été traduit en français par coche. Donc on était plus dans toute l'étymologie en lien avec les chevaux, etc. Le cocher qui coche, qui donne la direction en fait aux chevaux, etc. Et en fait, le mot a commencé à apparaître dans les années 70-80 par le biais des coachs sportifs. Et en fait, quand on disait coach à l'époque, c'était le coach, tu vois, c'était notre ami Dédé, Didier Deschamps, voilà, le coach quoi. Et là où ça s'est démocratisé, c'est quand l'ère de l'industrialisation est passée et qu'on a commencé à avoir des coachs en entreprise. Et là, ça a été un peu une mini-révolution parce que les coachs venaient mettre un peu d'huile dans les rouages de l'entreprise pour justement accompagner la performance des entreprises. Et à partir de là, il y a eu plusieurs crises, je pense que tu le sais, en 2008, etc. Et là, les gens commençaient à aller mal. Et on a commencé à se diriger vers comment je fais pour aller mieux. Je sors d'un burn-out, donc j'ai besoin de quoi? Oui, il y a le psy, d'accord, mais à côté, qu'est-ce que le coach peut faire? Et donc c'est là où le nom du coach et ce qu'il fait en fait est en lien presque de niveau entre guillemets thérapeutique. Évidemment, on n'est pas du tout sur le même, on ne fait pas du médical comme les psys qui vont eux délivrer des médicaments, qui vont donner des ordonnances, etc. L'idée en fait, c'est que le psy, lui, il va avoir vraiment ce côté médical où il va travailler sur le passé, il va réparer le passé, entre guillemets, et le coach, lui, il va se concentrer sur le ici et maintenant et construire l'avenir. Et donc, ici et maintenant, pour construire l'avenir, on doit passer par tout ce qui nous limite, tout ce qui nous bloque, on doit aller regarder les ressources chez la personne et on doit l'amener sur un projet d'avenir en lui demandant ce qu'elle veut, en fait. Et le truc avec ça, c'est que du jour au lendemain, surtout sur notre secteur des infopreneurs, il y a plein de gens, au départ, ils étaient coach mindset, coach de vie, coach de beauté, j'ai même vu des coachs en bricolage. Non, en fait, tout le monde peut s'improviser coach. Certains. Je veux dire, il y en a, ils se sont appuyés sur leurs années d'études ou leurs années d'expérience en entreprise. Il y a un côté peut-être légitime, mais on ne devient pas coach sans une méthode. Sans avoir appris un outil éthique. Éthique veut dire je ne manipule pas les gens, je ne me sers pas des outils que j'ai pour créer du commercial derrière, je m'en sers pour libérer la personne pour qu'elle puisse aller vers ses objectifs le plus rapidement possible. Et là où ça devient justement ridicule, c'est que depuis qu'on a des coachs de plein de trucs, en fait, il y a plein de gens qui se disent « ouais non mais coach, c'est naze ». Et puis il y a plein de coachs. En fait, plein de coachs, pour un petit parallèle quand même, en 2023, il y a plusieurs fédérations en fait, qui régissent l'éthique des coachs, à laquelle j'adhère, parce que moi je suis coach certifié RNCP, donc Répertoire National des Certifications Professionnelles reconnu par l'État français, qui a justement une casquette, entre guillemets, d'éthique qui va protéger les consommateurs du coaching pour justement éviter les dérives où les coachs vont se servir des outils pour manipuler leurs clients. C'est totalement anti-éthique, c'est totalement... il y en a, ils font ça pour le business, il y en a, ils font ça pour plein d'autres trucs. C'est une grosse dérive. Et aujourd'hui, je suis obligé là, de prendre la parole, de dire stop, putain, arrêtez vos conneries en fait. Le métier de coach, c'est pas ça. Et c'est pas comme ça que je l'ai appris dans les écoles où il y a des profs passionnés qui nous l'ont appris, qui nous ont appris cette éthique, à respecter la relation client, l'alliance qu'on va créer avec ce client pour l'amener vers ses objectifs. Et en fait, là où on est proche du corps médical, et c'est ça, cette croyance que je veux enlever de la tête des gens, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'il y a des coachs partout. Il y a
que 10 000 coachs référencés en 2023. Évidemment, le nombre augmente parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent se former à l'outil coaching, contre 74 000 psychologues. Donc, arrêtons de dire qu'il y a des coachs partout déjà. Ça, c'est la première chose. Et surtout, un coach, la première question que vous devez poser à un coach quand vous allez le voir, c'est est-ce que toi, tu te fais coacher? Si vous allez voir un coach et que lui-même ne se fait pas coacher, qu'il n'est pas supervisé à l'année par un superviseur comme les psychologues, il n'est déjà pas dans l'éthique. Point. On arrête le débat. Point. Et en fait, moi je suis supervisé à l'année, j'ai une superviseuse qui s'occupe de moi pour décompresser tout ce que j'emmagasine, puisque notre rôle c'est d'écouter les gens, leurs problèmes, etc. Et ben oui, on est des êtres humains, on reçoit de l'énergie parfois négative, etc. Mais il faut aussi que nous, on puisse l'évacuer. En plus de l'évacuer, le superviseur est là pour voir si je suis toujours dans une pratique éthique de mon métier. Exactement ce que font les psychologues. Un psychologue, lui, est toujours supervisé parce qu'il va dans la psychologie des gens et il se fait superviser. Les deux métiers, et ça je le dis aux psychologues, les deux métiers ne sont pas en opposition. Les coachs et les psys travaillent main dans la main. Je connais des psys aujourd'hui qui sont coachs, je connais des coachs qui sont psys. Il faut arrêter ce débat à la con parce que aujourd'hui les gens ont besoin d'aller mieux et c'est pour ça que le secteur du coaching est en train d'exploser parce que le monde va mal en fait. Et oui, il y a une utilité, mais à condition, encore une fois, je le répète, d'avoir une méthode et une éthique. Et les personnes qui ne se font pas superviser, qui ne respectent pas cette éthique, fuyez-les, point. Arrêtez de donner de l'argent à des gourous qui vous font miroiter des résultats. Un coach est là pour vous amener des moyens, pas forcément des résultats. Ça ressemble à quoi, les dérives dans le coaching du coup? Les red flags, les choses comme ça? Les red flags, c'est les promesses trop tapageuses. Je veux dire, un accompagnement au coaching, c'est énormément de questionnement, c'est énormément d'introspection et oui, il y a des jalons en fait, c'est mesurable, on est toujours sur des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement mesurables. L'idée c'est que quand on prend un coach, on sait où on veut aller. Et l'idée, c'est, il y a une situation, je ne sais pas dans quoi je suis et je ne sais pas, c'est pas bien, etc. Mais je voudrais aller là. Et à partir de là, on pose les jalons, on devient le plus spécifique possible pour mesurer justement ce que la personne veut et le rendre le plus tangible possible. C'est pour ça qu'on ne reste pas que dans la psychologie, on veut des actions en fait. Quand on dit SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable. Ça veut dire que si la personne, elle ne sait déjà pas où elle va, mais le coach en fait va questionner d'abord pour trouver un objectif. Et si la personne, justement, il y a des gens, ils sont venus me voir simplement pour trouver un objectif. Et j'ai accompagné des gens simplement pour clarifier où ils veulent aller. Et oui, ça existe. Mais aujourd'hui, on pense que oui, non mais c'est bon, tu as un problème, bon bah moi je suis la bonne personne, regarde, j'ai déjà accompagné truc, machin, et c'est bon. Et le mec, il fait signer ça 10, 15 000 ou 20 000 balles, et la personne après, elle dit, ah bah finalement, j'ai pas obtenu ce que je veux. Et si vous n'êtes pas spécifique au départ, si vous n'avez pas justement un cadre de référence éthique qui s'appuie justement sur une éthique de travail, bah, toutes les dérives sont possibles en fait. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui pensent qu'il faut 10 années d'expérience dans le coaching pour être légitime? Oh putain. Alors, là ça va être drôle parce que les 10 années, moi je les ai faites. Alors évidemment, quand vous passez 10 ans sur un sujet, vous en devenez l'expert, etc. Mais dans tous les secteurs, hein, c'est pas que dans le coaching, dans tous les autres secteurs, il y a plein de gens qui passent 10 ans à faire un truc et qui n'en font rien derrière. Donc quand tu es dans ce genre de démarche-là, tu as perdu 10 ans de ta vie. Tu n'as rien foutu de ta vie, grosso modo. Et en référence à l'autre qui disait si tu n'as pas une Rolex tu vois, à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie. En fait, c'est pas passer 10 ans qui est important. C'est qu'est-ce que tu tires de ces 10 ans et est-ce que derrière, tu as su en faire quelque chose? Je vais donner un exemple pour que tout le monde comprenne ce que je veux dire. J'habite dans un quartier où, sur la même avenue, c'est l'avenue des Minimes, là où je suis à Toulouse, sur la même avenue, il y a précisément 5 boulangeries, pâtisseries différentes. Elles sont toutes à 100 ou 200 mètres d'écart sur la même rue d'un côté et de l'autre. J'habite dans ce quartier depuis 12 ans. Aucun n'a fermé. Pourtant, ils vendent tous des croissants, ils vendent tous des baguettes, des pâtisseries en veux-tu en voilà,
celle que je préfère, le Paris-Brest, bref. Imagine qu'aujourd'hui, je te dise, ah bah oui, mais en fait, les outils, le coaching, la PNL, machin, truc, en fait, j'ai moi aussi accumulé plein d'outils, mais en fait, j'ai pas su tirer mon épingle du jeu pour ouvrir ma propre boulangerie et mon propre truc avec tous ces outils que j'ai appris. Pourtant, les boulangeries, elles ont les mêmes outils. La machine qui pétrit, c'est les mêmes techniques. Ils ont tous le même beurre, le même chocolat, les mêmes œufs. Les ingrédients et les outils sont les mêmes. Mais la recette finale, elle dépend que de toi en fait. Donc tu peux passer 10 ans de ta vie à apprendre plein de trucs. J'ai même eu des clients boulimiques de formation. J'ai eu une fois une cliente qui m'a dit « Ah, j'ai fait la formation de David Laroche, de trucs, de machin. » Je lui ai dit « Ok, et qu'est-ce que t'en as fait ?»« Ah non, mais je continue d'y aller, hein, c'est super. » Tout dépend de ce que tu en fais. Et les outils sont les mêmes pour tous, mais regarde, moi qui suis un dingue de chocolat à la base, j'ai regardé en 2018 le meilleur gâteau au chocolat du monde. Tu tapes ça, meilleur gâteau au chocolat du monde. En fait, tu vois un gâteau hyper stylé, le mec il t'a fait des décorations, des trucs, des machins, et à la base, c'est les mêmes œufs que tu as dans ton placard, c'est le même sucre que tu as dans ton placard, c'est la même farine, le même beurre, le même chocolat. Allez, peut-être il a des ingrédients un peu plus haut de gamme, et encore. Mais en fait, si pendant 10 ans, tu apprends des outils, mais que toi, derrière, tu n'as rien su en faire, quel est l'intérêt de passer 10 ans, en fait? Il vaut mieux, dans ce cas-là, trouver quelqu'un qui a su condenser une méthode, qui a su justement amener ça à maturation, et te propose peut-être une méthode, au lieu de passer 10 ans, qui te propose une méthode qui marche vraiment, et qui transforme vraiment les gens, et qui puisse te le prouver. Là, moi, je te dis, je signe tout de suite. Et l'idée, c'est comment toi, avec ces 10 ans d'expérience, tu arrives à en faire quelque chose de sublime qui fait que le gâteau au chocolat lambda de monsieur, madame, tout le monde, toi, tu es le meilleur gâteau au chocolat du monde en fait. Et alors, maintenant, si par contre je me sens légitime, etc., mais que j'ai du mal avec la compréhension de mon client idéal, qu'est-ce que toi tu constates sur le marché du coaching ou avec peut-être des clients, toi, des coachs qui ont du mal à comprendre leur client idéal, qu'est-ce que tu leur dis de faire à ce moment-là? Alors, la première étape là-dessus, en fait, c'est que pour comprendre son client idéal, c'est toujours la même chose que je dis. Les personnes, quand elles viennent me voir, elles me disent « Oui, j'ai une idée d'offre, et par rapport à l'hypnose et par rapport à la PNL et ce que je sais faire, bon, moi je vois bien ça comme ça, mais je sais pas en fait, et puis j'ai peur quand même peut-être parce qu'il y a des gens, ils le font déjà et tout. » En fait là, tu es en train de parler avec ton ego uniquement de toi. Et les gens, en fait, ils sont pas centrés sur toi. Les gens qui ont un problème, les coachs qui accompagnent des personnes, des clients, moi je préfère dire des clients que des coachés, parce que coacher ça veut rien dire. L'idée c'est, ces clients qui viennent en fait te voir, c'est parce que eux ils ont un problème. Donc la première des choses c'est d'être centré sur eux. Plutôt que de centrer sur, alors dans mon offre, est-ce que je vais mettre de l'hypnose, est-ce que je vais mettre de la PNL? Mais arrête, c'est de la merde ça. Tant que tu n'as pas compris en fait le problème douloureux, urgent et reconnu que cette personne a en elle, comment le résoudre et qu'est-ce qui serait agréable pour elle et surtout, est-ce qu'elle est prête à payer pour ça? Parce que tu peux vouloir aider des gens, j'ai connu plein de thérapeutes qui m'ont dit ça, m'ont dit oui, mais tu comprends, moi en fait ce que je fais, c'est quand même un truc, c'est proche quand même du social et tout. Je dis dans ce cas-là, tu crées pas d'entreprise, tu vas à la préfecture, loi de 1901, je crée une association, une ONG. Tu fais pas de business alors. Tu vas juste aider les gens gratuitement. Ça sert à rien d'ouvrir un business. Parce une entreprise de coaching, c'est un business. Et ça demande un business model, ça demande une étude de marché, etc. Donc dans ce cas-là, tu fais des bénévolats, mais tu fais pas de coaching. Et c'est pour ça qu'en étant centré sur les personnes que tu vas accompagner, la première des choses que tu vas constater, c'est où est-ce qu'elles ont mal et comment je peux le résoudre avec ce que moi je sais, avec les moyens que j'ai. C'est pour ça que ce n'est pas un objectif de résultat, c'est un objectif de moyens avec ce que tu sais en fait. Et à partir de là,
tout se déroule. La personne, tu sais que tu peux traiter le burn-out en 6 mois, bah, comment toi tu peux le traiter en 3 mois par exemple, et tu essayes d'amener quelque chose de supplémentaire, un peu comme l'histoire du gâteau au chocolat. Comment tu peux faire des mêmes ingrédients que tout le monde a, quelque chose de sublime. Ok, donc une fois que tu connais ton client idéal par cœur, que tu as ta méthode propriétaire, etc., tu as tout ça qui est en place, comment tu fais pour ne pas être ce coach nul en marketing? Toi, je crois que tu as été comme ça pendant un moment, tu as été un coach nul en marketing, Ouais. sans vouloir te Ouais, non, mais c'est totalement vrai. mettre un petit... Et franchement, je pense que je le suis encore. Je suis pas encore. Jérémy arrête pas de me le dire qu'il faut que je sois plus, que je me montre plus, etc. Le côté marketing, il faut quand même comprendre une chose. C'est que quand on commence dans un métier, surtout quand on a un business dans l'accompagnement comme ce qu'on fait nous, on doit avoir en fait, comme dans toutes les entreprises, de multiples casquettes. Et la casquette du marketing, qu'on le veuille ou non, elle inclut 2 pans. La façon en fait d'amener son image et ses services sous le nez des personnes qui sont concernées, donc notre cible, et surtout le vendre et répondre aux objections. Et en fait, ces 2 pans-là, ben, au départ, moi qui ai fait 20 ans de commerce à amener de la performance dans des boîtes vraiment avec de très grosses équipes, où je formais des gens à la vente, où je formais des gens en fait à aller vendre plus, etc. Je me suis retrouvé en fait face à mes propres croyances. J'avais peur de parler de moi, de parler de mes services, de les mettre grosso modo sur les réseaux sociaux. J'avais peur qu'on me voie en fait en photo, en vidéo, et je me disais ouais mais tu te rends pas compte. Et puis il y a aussi mes parents qui regardent, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? L'appréhension, mais est-ce que je vais pas me faire critiquer? Alors déjà d'une, j'aime bien donner cet exemple. Moi c'est mon sportif favori de quasi tous les temps, c'est Michael Jordan. Je vous invite tous à aller regarder sur une vidéo de Michael Jordan sur YouTube et regarder les commentaires sur les pouces à l'envers. Putain, c'est Michael Jordan, le meilleur joueur de tous les temps. Et il y a quand même des gens qui vont être là. Ah oui, mais non, mes trucs, il n'est pas bon. Des milliers. Des milliers. Des dizaines de milliers. Et voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que peu importe le niveau d'où tu commences, tu peux être débutant comme tu peux être le roi des stars de ce que tu veux. En fait, à tous les niveaux, de toute façon, ils vont te critiquer. De toute façon, ils vont en fait dire des choses sur toi. Et de toute façon, quoi que tu fasses, ce sera toujours remis sur le tapis, on te critiquera. Et l'idée, c'est que ces peurs, en fait, elles se sont évanouies à partir du moment où je me suis concentré sur qui est-ce que j'aide et pourquoi. Et en fait, quand tu commences à te concentrer là-dessus, tu te rends compte que les gens, accessoirement, oui, ils se connectent à toi, mais ils se connectent à toi pour une bonne raison. Parce que tu as su leur parler de leurs problèmes à ta manière. Et là, encore une fois, on revient à tous les outils du marketing et la manière de s'en servir, en fait. Et c'est là où ça va chercher tes valeurs. Est-ce que, je te donne l'exemple pour moi, j'ai une valeur famille très élevée, je parle souvent de ma femme et de mes enfants sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ma cible, en fait, quand elle entend ça, c'est une cible qui est aussi famille, qui a une valeur famille élevée. Et en fait, j'essaye de trouver des points communs entre moi et ma cible pour justement matcher avec eux et qu'ils se reconnaissent en moi comme je me reconnais en eux dans la façon que j'ai de les aider. Et en fait, à partir du moment où je défocus et que je me mets à leur service, le marketing devient plus facile. Alors même si c'est jamais facile pour moi pour écrire machin, heureusement maintenant on a ChatGPT, il y a plein de choses qui s'automatisent donc c'est bien. Mais le principe du marketing, c'est quand même de sublimer en fait qui tu es et ce que tu fais. Et en fait, si tu arrives à le faire ça à ta manière, c'est gagné parce que les personnes en face, ce qu'elles veulent, c'est avant tout voir une résonance de l'humain, d'humain à humain. En fait, si moi, je ne me reconnais pas dans la personne en face, s'il y a une valeur ou même un comportement que je ne me reconnais pas dans elle, je ne vais pas la suivre. Et aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, les masques tombent beaucoup plus rapidement que dans les médias mainstream comme à la télé, etc. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent vraiment de l'authenticité, de l'instantanéité. Ils veulent plus de bullshit, ils veulent qu'on arrête de leur vendre du rêve. Ils veulent vraiment, en fait, si aujourd'hui tu es dans une niche et que tu parles à un client, il faut lui parler de lui et de son problème.
Faut arrêter de croire que le marketing, c'est une super story sur Instagram ou oui, là, je suis beau gosse, je suis dans un super lieu, t'as vu ce que je mange. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Et ça, c'est le genre de comportement qui est anti-éthique, coach. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de le faire. Ça veut simplement dire que tu t'éloignes du problème des gens. Mais si c'est cool pour eux, s'ils te le demandent et qu'ils te disent j'ai un ami qui est passé sur mon podcast qui s'appelle le Shaolin Yanyu, qui est le seul d'ailleurs Shaolin à être devenu Shaolin français depuis 500 ans au Tibet, enfin, là où il est allé faire le Shaolin. Il a lui en fait un principe de base. Il dit j'écoute les gens. Et sur sa story Insta la semaine dernière, à votre demande, je filme ce que je mange pour avoir la forme physique que j'ai. Et il l'a fait pour la première fois. Il m'a dit écoute, ils m'ont demandé, je le fais. Donc écoutez ce que les gens vous demandent, putain. C'est tout. S'ils vous demandent des stories de votre assiette, faites des stories de votre assiette, c'est tout. Mais faites pas ça en pur ego, en centré sur vous, et moi je, et t'as vu la vie que j'ai, et derrière t'es broke, on sait très bien que tu galères. Non, ça marche pas en fait, tu vois. Donc marketing et vente, et donc la deuxième partie, là on va plus parler en fait des objections qu'on a nous-mêmes à faire acheter les gens, parce que il y a un truc, encore une fois, c'est sur les neurones miroirs, il y a un système de résonance de neurones miroirs, c'est-à-dire que les personnes qui viennent te voir, si tu as la croyance qu'elles n'ont pas d'argent, dans ton comportement, ton verbal et ton paraverbal, donc tes comportements physiques et la manière dont tu vas parler, si tu n'as pas une absolue certitude que tu es en train de lui proposer un médicament contre le cancer, entre guillemets, et que la personne, elle est là, putain, elle se dit, waouh, il est super sûr de lui, machin, en fait, tu vends ta certitude. Mais tant que tu n'es pas dans ce niveau de certitude, les neurones miroirs transmettent l'information et là, la personne, tu crées un malaise avec elle. Et en fait, répondre aux objections passe énormément par le non-verbal et évidemment par un système de questionnement aussi psychologique. Notre ami Rachid y répondra beaucoup mieux que moi. Mais partant du principe que déjà toi-même, tu es sûr que ce que tu vends, c'est vraiment aligné, ça va aider la personne, tu dois avoir le devoir de lui dire « Putain, c'est fait pour toi, réfléchis bien et allez au bout en fait ». Et aujourd'hui, c'est justement parce que tu n'as pas suffisamment eu ces convictions, ces certitudes et que tu les as pas cultivées en toi que la personne en face, comment veux-tu qu'elle soit convaincue en fait? Si toi-même déjà tu l'es pas. T'as un super livre de Grant Cardone, c'est Sell or Be Sold. Ouais. Et il dit en gros, la première personne à qui tu dois faire la vente, c'est toi-même. Et ouais. Parce que si toi-même, t'es pas client de ton truc ou que t'es pas convaincu de ton truc, mais clairement. Pourquoi tu serais convaincant? Enfin, tu vas abandonner dès qu'il y aura une objection parce que t'auras pas vraiment envie en fait qu'il achète. C'est ça. Alors que même quelqu'un qui a zéro compétence en vente, sur les techniques, etc., traitement des objections, par contre, s'il est convaincu, juste l'énergie qu'il va dégager, non mais faut que tu le prennes, genre. C'est ça. Et ça, on le voit, si t'es fan d'une marque ou d'un truc, t'es le meilleur commercial de la marque, tu vois. Regarde Apple. Voilà. Je crois que les meilleurs là-dedans, c'est Apple. Franchement, aujourd'hui, il y en a, ils n'ont pas les moyens d'acheter je sais pas moi, quelque chose chez eux. Ils ont le dernier iPhone à 1500 balles. Enfin, c'est du délire, quoi. Et puis surtout, ils le vendent à leurs potes en plus. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as vu comment les nouvelles fonctionnalités. Est-ce que tu as un mot de la fin sur ces réalités brutales sur le monde du coaching pour les gens qui voient le monde du coaching de loin? En fait, sur le monde du coaching, comme dans peut-être tous les business, ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant, c'est d'avoir une stratégie. Et le simple fait de vouloir accompagner les gens, d'être un très bon coach, d'avoir des années d'expérience, des diplômes, à plus savoir qu'en faire, en fait, si vous ne savez pas, par une bonne stratégie, comment le mettre sous le nez des bonnes personnes, vous êtes foutu. Franchement. Il y a plein de gens aujourd'hui, dans toutes les universités de France, des profs extraordinaires qui ont un savoir mais vraiment incommensurable, mais qui en feront jamais rien parce qu'ils ont décidé à un moment de rester là où ils sont. Et en fait, l'erreur que j'ai commise aussi et que beaucoup de coachs commettent au début, c'est de croire que le simple bouche à oreille va suffire. Ça ne suffira jamais. Le bouche à oreille est un starter et il peut pérenniser après parce qu'il peut représenter vraiment une grosse partie de votre chiffre d'affaires. Mais à un moment, si vous voulez aller plus loin, ça ne suffit plus. Et il faut une stratégie marketing, connaître les mécanismes de la vente et être sûr qu'après vous délivrez le résultat. Donc vous n'êtes pas un vendeur de rêve.
Donc si vous êtes sûr de ce que vous vendez et que vous êtes sûr qu'il y a un résultat derrière, marketing, vente et livraison. Et après, le marketing fait l'acquisition et derrière, ça marche, quoi. Merci Mehmet, c'était les réalités brutalement honnêtes sur le monde du coaching. C'était cinglant, c'était violent, mais c'était bon. Ouais. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé de ce format-là. C'est ça. Est-ce que vous avez trouvé ça pertinent? Est-ce que vous avez trouvé ça odieux? Et les deux me vont. J'accueille les deux. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouais. Merci Baptiste.